qui sera animée du coup par Tanguy et Ali, respectivement du coup Commit Technology et Databricks. Je vous propose de démarrer. On est partant, on est bon? Eh bien, super. Bienvenue à tous lors de ce webinaire. Je me présente, je suis Halim Daoumer, je suis le cofondateur de Commit Technology. Nous sommes une société de services informatiques. On est spécialisé data, on est pure player data. On est partenaire Databricks, qui a été l'un des choix forts de notre CTO depuis plusieurs années maintenant, et avec qui on continue à travailler, à investir pour déployer cette technologie chez nos nombreux clients. Juste vous dire un mot rapide sur Commit Technology, et après je vous rassure, je ne vous embêterai plus et je laisserai les experts vous parler de Databricks et de la plateforme. Donc on est 3 fondateurs, on est plus de 30 committers aujourd'hui, plus d'une quarantaine de clients actifs et une quarantaine de certifications. On intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la data, stratégie, gouvernance, toute la partie data management également, toute la partie pilotage et agilité de projets data. On construit les data plateformes de nos clients et ensuite on les aide à valoriser leurs données. Alors, on travaille essentiellement avec des grands groupes, mais aussi des ETI et des belles PME, notamment dans le monde de l'industrie, de l'énergie, de la finance, du healthcare, mais pas que. Notre particularité, c'est qu'on est indépendant. Donc, on travaille avec les 3 cloud providers majeurs que vous connaissez tous, AWS, Azure, GCP. Et ensuite, on a fait des choix sur les outils data, et donc sur Talend, Databricks, Snowflake, DBT, Starburst, Tableau, Power BI et Looker pour la partie plutôt vide. Je ne vous embête pas avec nos valeurs, mais l'idée, c'est qu'on a construit un collectif qui est centré sur l'expertise et sur l'expérience collaborateur, avec des actions très concrètes que je vous détaillerai à notre jour, et tout ça au service de nos clients, qui est notre focus principal. Donc, on est 73 maintenant, et je vous laisse peut-être vous présenter et puis reprendre la main sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Halim pour cette présentation sur Commit. Bonjour, moi c'est Ali Azouz, je suis Technical Services Engineer chez Databricks. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Tanguy. On va vous présenter la Databricks Intelligence Platform. Mais juste avant, pour vous présenter rapidement Databricks. Donc Databricks, c'est une compagnie qui a été fondée en 2013. La mission de Databricks, c'est de démocratiser la data et l'IA dans le domaine de l'entreprise, notamment chez nos 10 000 clients, chez plus de nos 10 000 clients. Databricks a été reconnu notamment leader dans la data et l'IA par Gartner et Forrester. Et Databricks est hautement impliqué dans le domaine de l'open source, avec des projets comme Delta Lake, le format de stockage. On a MLflow, qui est le package de gestion de modèles de machine learning. On a Apache Spark, le framework de data processing. Et plus récemment, on a DBRX, le modèle de langage, ou encore Unity Catalog, notre solution de data gouvernance. Et tous ces projets nous ont permis de développer le concept de Lakehouse et de Data Intelligence Platform que l'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour, je me présente, Tanguy Van Stebut, Data Architect chez Commit Technology. Et c'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire pour vous présenter le panorama de la Databricks Data Intelligence Platform. Tous ces outils qui nous ont permis de développer le concept de Data Intelligence Platform que nous allons donc vous présenter. Alors, je reprends. Dans un premier temps, donc, on va vous présenter, on va parler des challenges de la démocratisation de la data et de l'IA chez nos entreprises. Ensuite, on vous présentera la Data Intelligence Platform. Et enfin, on terminera par une démo d'un use case end-to-end sur Databricks, sur la rétention clientèle. La démocratisation de la data et de l'IA, donc c'est un secret pour personne. L'explosion de la data a explosé ces 10 dernières années, notamment dans le domaine de l'entreprise. Et dans le domaine de l'entreprise, la création et l'explosion de la data a explosé. Mais le problème, c'est que toutes les entreprises ne sont pas égales face à ce phénomène. Il y a des entreprises qui ont su tirer davantage profit de la data et de l'IA. On connaît tous ces leaders-là. On a Apple, Google, Amazon.
Et ces entreprises ont réussi à tirer davantage profit de la data parce que tout simplement, elles n'ont pas utilisé la data uniquement pour expliquer le passé, mais elles l'ont utilisé aussi pour anticiper le futur, anticiper l'avenir, anticiper le business. Pour imaginer cela, on peut parler du concept de la courbe de maturité. Donc la maturité, c'est tout simplement l'appétence d'une entreprise à utiliser la data, à exploiter la data. Donc plus une entreprise va utiliser la data ou exploiter la data, plus elle va réussir à créer de la valeur business ou de la valeur commerciale. Et les entreprises vont commencer par exemple par utiliser la data comme simple source d'information. Et au fur et à mesure, cette entreprise ou les entreprises vont utiliser la data pour anticiper le business ou anticiper le futur. Par exemple, si on prend un exemple, une entreprise va commencer par faire des reporting et des analyses ad hoc pour comprendre ce qui s'est passé. Puis elle va se lancer dans la modélisation prédictive pour anticiper. Et éventuellement, l'entreprise va potentiellement commencer par va faire de l'aide à la décision automatisée pour prendre automatiquement la meilleure décision. Le problème, c'est que les entreprises ont beaucoup de mal à être sur cette courbe, à suivre cette courbe, tout simplement parce que pour ces usages-là, les entreprises utilisent traditionnellement deux systèmes différents. Pour la partie gauche de la courbe, pour la BI, les entreprises vont plutôt avoir tendance à utiliser un data warehouse. Data warehouse qui va plutôt être un outil qui va leur permettre de travailler sur des données structurées. Ça va être un outil plutôt vendor-lock-in et plutôt fermé. Et pour l'autre partie de la courbe, pour la modélisation prédictive ou pour exploiter ces données pour l'IA, les entreprises vont plutôt utiliser un data lake qui va être plutôt ouvert et qui va leur permettre surtout de travailler sur des données structurées et non structurées. Mais du coup, c'est un challenge pour les entreprises parce qu'elles doivent gérer deux systèmes, un data warehouse et un data lake. Et si on regarde ça de plus près, donc une entreprise va peut-être avoir un data warehouse pour exploiter ses données structurées et va peut-être utiliser un data lake pour ses données structurées et non structurées. Mais comme l'entreprise va travailler sur ces mêmes données pour ses différents usages, elle va être amenée à faire des duplicats de données, à dupliquer la donnée entre son data warehouse et son data lake. Du coup, elle va se retrouver avec deux systèmes différents, mais avec des données similaires. Comme ce sont deux systèmes complètement différents, ben, la gouvernance va s'appliquer à deux niveaux. Pour un data warehouse, la gouvernance va peut être au niveau des tables, tandis que pour un data lake, la gouvernance va se faire au niveau des fichiers. Et donc pour l'entreprise, elle va avoir une gouvernance qui va être fragmentée. Elle devra gérer une gouvernance sur deux systèmes, son data warehouse et son data lake. Mais ce n'est pas tout. Comme ces deux systèmes sont utilisés pour deux usages différents, un data warehouse va plutôt être utilisé pour la business intelligence, alors qu'un data lake va plutôt être utilisé pour du streaming et un data science. Les équipes qui travaillent sur ces outils-là, ben, elles ne vont pas pouvoir travailler ensemble, elles ne vont pas pouvoir collaborer, ce qui va limiter la productivité des entreprises sur ces sujets-là. Donc au final, les entreprises ont réalisé que gérer deux systèmes, un data warehouse et un data lake, c'était complexe à gérer, à maintenir, que c'était coûteux et pas inefficient, et qu'en termes de sécurité, ce n'était pas l'idéal, parce qu'il y avait une gouvernance fragmentée, manque de visibilité sur la totalité de la donnée, par qui est utilisée la donnée, comment est utilisée la donnée, et où est utilisée la donnée. Et aussi, en termes de productivité, ça limitait la productivité des entreprises parce que les équipes qui travaillaient sur ces outils-là ne pouvaient pas collaborer ensemble. Et donc, c'est pour surmonter ces challenges-là que Databricks a développé le concept de lakehouse. Donc, l'idée, plutôt que d'avoir deux systèmes pour ces différents types d'usages et pour ces différents types de données, l'idée serait d'avoir une seule plateforme, une plateforme unifiée qui permettrait de travailler sur ces données structurées et non structurées, avec un seul modèle de gouvernance sur toutes ces données, structurées et non structurées, et d'avoir des composantes qui nous permettent de travailler sur cette plateforme et de travailler sur tous nos usages, tous les usages de la data sur cette même plateforme, comme pour du data warehouse, pour du data engineering ou pour de l'IA avec du machine learning. Et donc, le concept, le lakehouse de Databricks, c'est exactement ça. C'est une plateforme unifiée avec un format de stockage unifié qui est Delta Lake, qui permet de travailler sur ces données structurées et non structurées, qui est performant et et efficace.
Par-dessus le format de stockage de données, on va avoir Unity Catalog, qui est notre solution de data gouvernance, qui permet de gouverner notre donnée, que ça soit structuré ou non structuré, mais aussi qui permet de gouverner nos modèles d'IA, par exemple. Par-dessus Unity Catalog, on va avoir ensuite des couches spécifiques, des outils spécifiques pour chaque workstream, pour chaque usage de la data. On va par exemple avoir DB-SQL pour le data warehousing, donc pour les data analysts. Il y a un SQL editor et des outils de visualisation pour exploiter ces données, pour récupérer des insights depuis ces données. On va avoir Workflow pour la partie orchestration, qui va nous permettre d'orchestrer toutes nos tâches, différents types de tâches, sur Databricks, que ce soit des tâches de data warehousing, de data engineering ou d'IA. Pour l'ETL, on va avoir Data Life Table. Donc, Data Life Table, c'est un framework d'ETL qui permet d'unifier notamment les pipelines de streaming et de batch avec une abstraction qui permet de faciliter le développement des pipelines. Et pour la partie IA et machine learning, on va avoir Mosaic AI, qui nous permet d'avoir des composants pour gérer nos modèles de machine learning, avec notamment MLflow, et pour déployer nos modèles. Et donc, c'est la plateforme, c'est le Lakehouse de Databricks, une plateforme simple, unique, qui est basée sur l'open source. Delta Lake, Unity Catalog, MLflow, ce sont des solutions qui sont open source et qui est disponible sur tous les clouds, AWS, Azure et GCP. Le Lakehouse de Databricks, Databricks a développé et a poussé encore plus loin le concept de Lakehouse en intégrant justement une intelligence au sein de cette plateforme-là. Et c'est ce dont va vous présenter Tanguy, la Data Intelligence Platform. Effectivement, Ali, donc la Data Intelligence Platform Databricks, c'est une plateforme intelligente pour tous. Globalement, l'offre Databricks, on peut dire, elle méga évolue. Elle méga évolue pourquoi? Pour la constitution d'un moteur d'intelligence de pointe. Et grâce à ce moteur, l'IA, la GenAI, sont utilisés afin non seulement de mieux comprendre nos données, d'accélérer et d'optimiser nos usages, tout en optimisant nos ressources. Donc, il en résulte une démocratisation de la donnée, une amélioration de la productivité, des performances, de la qualité, parce que qualité et performance vont de pair, des coûts, mais aussi de la sécurité. Donc, tout d'abord, sur la brique fondamentale qui est le stockage de données unifié Delta Lake, il faut savoir que Delta Lake, c'est une couche de stockage open source qui apporte la fiabilité au Data Lake. Elle s'appuie sur un Apache Parquet. Elle ajoute des fonctionnalités aussi de gestion des transactions pour permettre l'acidité et d'optimisation du stockage des données. L'apport de l'IA dans tout ça, eh bien, c'est aussi bien évidemment l'optimisation du stockage et la gestion de ces données. Donc, grâce à différents algorithmes de machine learning, les données sont organisées dynamiquement en clusters basés sur des patterns d'utilisation, mais aussi de contenu de la donnée à l'instant T. Donc, ça va réduire les temps de requête et améliorer les performances des analyses. Par exemple, vous imaginez une base de données utilisée par une application de e-commerce où les patterns d'accès aux données changent en fonction des saisons. L'IA va adapter automatiquement la structure de stockage pour garantir des performances optimales, en plus du liquid clustering qui optimise par rapport déjà à la donnée existante. Vous avez par-dessus cela la Unity Catalog, le service de gestion des métadonnées et de gouvernance des données dans Databricks, qui centralise et sécurise les données et facilite ainsi l'audit et la conformité réglementaire. Ce qu'apporte l'IA, c'est d'enrichir cette gouvernance en automatisant le catalogage, la classification et la traçabilité des données. Grâce au traitement du langage naturel et à des algorithmes de machine learning, Unity Catalog identifie automatiquement les données sensibles et en trace l'origine, le lineage. Cela va renforcer la gestion des accès et la protection des données. Par exemple, dans une entreprise financière, Unity Catalog va utiliser l'IA pour détecter et classer automatiquement les numéros de carte de crédit et autres informations sensibles. De plus, il assure une traçabilité complète des données, permettant de suivre précisément qui accède à quelle information et à quelles conditions.
via la gestion d'ACL. Voilà, donc, après avoir vu les briques de fondation de la plateforme, on peut aborder à présent les briques fonctionnelles qui correspondent davantage aux usages. Tout d'abord, un DBSQL pour Databricks SQL. C'est un service de data warehouse qui permet de réaliser des analyses SQL rapides et scalables sur des données massives. L'IA, dans tout cela, améliore DBSQL en optimisant les requêtes et en prédisant les besoins en ressources. Elle utilise des modèles de machine learning pour analyser les patterns des requêtes passées et optimiser les plans d'exécution, réduisant ainsi les temps de réponse. Sans parler évidemment des fonctionnalités listées dans cette slide qui permettent de niveler les noms techniques pour exploiter leurs données sans nécessairement maîtriser SQL. Exemple, pour un analyste marketing qui cherche à obtenir des insights sur le comportement des clients, DBSQL peut utiliser l'IA pour ajuster automatiquement les ressources de calcul et accélérer les analyses complexes. Sinon, concernant l'orchestration avec donc, les workflows dans Databricks, cela permet d'automatiser les pipelines de données, de la collecte, en passant par la transformation et jusqu'à l'analyse. L'IA va améliorer l'orchestration en anticipant les échecs potentiels et en proposant des ajustements proactifs. Les modèles d'IA peuvent détecter des anomalies dans les flux de données et suggérer des modifications pour éviter les interruptions. Abordons à présent les Delta Life Tables, qui sont la technique employée pour permettre de faire de l'ETL finalement. C'est un service géré pour la création de pipelines de données en streaming et en batch de façon unifiée sur Delta Lake. L'IA, dans tout ça, va faciliter l'ETL en automatisant la transformation des données et en optimisant les processus. Elle peut détecter les schémas de données en temps réel et ajuster les transformations pour garantir l'intégrité et la qualité des données. Par exemple, lors de l'intégration de nouvelles sources de données, DLT peut utiliser l'IA pour automatiquement mapper les champs et appliquer les transformations nécessaires sans intervention humaine. Cela va réduire ainsi le temps de mise en production. Et enfin, Mosaic AI. Mosaic AI est un ensemble d'outils et de frameworks intégrés pour développer, entraîner et déployer des modèles de machine learning sur une plateforme Databricks. L'apport de l'IA au sein de Mosaic AI est de permettre l'automatisation et l'optimisation de toutes les étapes du cycle vie des modèles, de l'expérimentation au déploiement, avec notamment MLflow pour la gestion des modèles de machine learning. Et donc, par exemple, pour un data scientist travaillant sur un modèle de prévision de la demande, Mosaic AI peut recommander des architectures de modèles optimisés et ajuster certains paramètres pour améliorer la précision des prédictions. Voilà, pour conclure sur la Data Intelligence Platform, on peut dire qu'elle permet véritablement de démocratiser les données de l'IA. Elle est simple, elle est accessible à tout le monde, et notamment grâce au langage naturel. On peut enfin dire qu'elle est intelligente, parce que l'IA, elle est intégrée partout pour accélérer et optimiser. Et que l'on veuille ou non, si on n'utilise pas, on ne peut pas ne pas utiliser l'IA à présent avec cette plateforme. Elle est donc sécurisée également. C'est-à-dire que vos modèles ils sont construits sur vos propres données de façon innée. C'est-à-dire que sans exfiltration nécessaire de la donnée, la construction des modèles sur vos données, elle ne pose pas de contraintes problématiques de sécurité. Donc, c'est possible out of the box, si je puis dire. Voilà. On va pouvoir aborder la démo. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on a un use case intéressant à vous présenter pour vous présenter le potentiel de la plateforme dans son ensemble. Donc, on va voir donc, plusieurs acteurs qui interagissent afin de créer de la valeur sur un même use case. Et l'objectif de ce use case, ça va être donc d'identifier les clients en risque de résiliation. Churn en anglais, mais pour le bien de cette démo, on a fait un petit effort de traduction pour que ce soit un peu plus clair.
Donc, c'est le but. Comment identifier les clients en risque de résiliation? On va essayer de proposer des actions de rétention, par exemple des offres promotionnelles, pour ne pas que les clients se défidélisent. Et l'intérêt dans Databricks, évidemment, ça va être bien sûr de réduire les coûts et d'accélérer le développement du projet. Donc, voici notre use case. Donc, on a des personas, tout d'abord. Avant de parler des personas, on a des données. On a des données qui proviennent de plusieurs sources et qui sont manipulées par différents acteurs. Et les acteurs, en partant du bas, sont tout d'abord John. John, ça va être moi. Je vais incarner John dans cet exemple. Donc, je suis data engineer et je dois récupérer en amont, en phase de collecte, la donnée. Je dois la nettoyer et la mettre à disposition. Vous allez avoir Emily, la data officer, la steward, data steward, ou encore responsable de la gouvernance unifiée et la sécurité des données, qui va juste gérer les accès à ce niveau-là. Pour arriver sur Marc, le data scientist, et Alice, la data analyst. Donc, le data scientist, Marc, qui va d'abord modéliser un modèle pour identifier les clients en risque de réalisation, en risque de résiliation, pardon. Et Alice, la data analyst, elle, en parallèle, elle va analyser les données pour récupérer des insights et calculer des métriques, des KPI. Donc, je vais débrancher sur... je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tac, là. Ok. J'ai changé l'écran de partage, c'est ça que je voulais faire, désolé. On voit le bureau. Juste pendant que vous faites ce switch, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question de Siata Soro? Quelles sont les limites des DLT aujourd'hui avec l'usage par rapport à l'historique, l'audit et la qualité des données et la démocratisation de la donnée que prône Databricks? Quelles alternatives? Quelles sont les limites de DLT aujourd'hui avec l'usage par rapport à l'historique, l'audit, la qualité? Je dois avouer que je ne saisis pas trop la question. N'hésitez pas à vous démuter si vous voulez pour peut-être échanger autour de ce point-là. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, Siata. alors je pose cette question à dessein parce que nous sommes nouveaux utilisateurs en fait de Databricks et il s'est trouvé que nous avons utilisé Data Live Table. Et comme chez nous, il y a un fort besoin de gouvernance de données, j'ai toujours souhaité que les différents champs dans les tables soient décrites, qu'on ait une description. Et c'est trouve qu'avec DLT, on n'a plus la possibilité de le faire. Et on ne peut surtout pas les modifier et on n'a pas accès aussi à l'historique. En fait, quand tu dis l'historique, tu parles du checkpointing ou tu parles de Si on veut l'historique de données? si on veut revenir à des données antérieures, en fait, avec des Data Table, on n'a pas la possibilité de le faire. Si, en fait, tu peux toujours refaire. En fait, Delta Table, ça va être juste un framework qui va permettre de développer sa pipeline de TL. En soi, sur les données, on a toujours accès aux données, vous êtes toujours propriétaire des données. Alors, excuse-moi, il faut que je précise, c'est surtout avec l'utilisation des vues matérialisées. Voilà, il faut que je précise. En utilisant des vues matérialisées plutôt. Ok, je vois. Les vues matérialisées, que ce soit des vues matérialisées ou des tables en streaming, les tables, elles sont toujours stockées. Si vous utilisez Unity Catalog, les tables, elles sont stockées dans Unity Catalog. Et si vous utilisez Hive Metastore, les tables, elles seront stockées dans le Hive Metastore. Donc, vous aurez toujours accès aux données, vous aurez toujours accès à l'historique de données. C'est juste que Delta Table va gérer le checkpointing et va gérer le suivi de la qualité des données définies dans la pipeline. Mais normalement, vous avez toujours accès aux données. Après, on peut peut-être aller plus loin sur cette question lors des Q&A, et peut-être même Oui. Ou alors vous appelez sur des partenaires tels que Commit Technology si vous avez des problématiques à résoudre. Exactement. Donc voilà. Sur la démo, je vous fais un bref tour d'horizon de la plateforme.
Non, il y en a certainement parmi vous qui la connaissent, comme en témoigne notre première question. Pour vous présenter la plateforme, tout d'abord, on a évidemment un espace de travail, un workspace. Bon, là, je l'ai mis en français, ça me gêne un peu. Je suis désolé pour la version française. On va dire que c'est un effet de démo. Donc ce serait plutôt le workspace qui est constitué donc, de notebooks organisés en structure des répertoires avec la possibilité de faire des repos, de se connecter sur des repos Git. D'accord, très bien. Vous avez l'accès aux données par le biais du catalogue, donc Unity Catalog, et vous aurez aussi des workflows pour l'orchestration. Très bien. Vous avez également 3 catégories de fonctionnalités classées par usage finalement. Pour le data analyst, vous allez avoir SQL avec l'éditeur SQL, des dashboards. Vous allez avoir pour le data engineering ici notamment les data lab tables. D'accord. Et au niveau machine learning, pour les ML practitioners, vous avez les expériences et les modèles. Très bien. Donc, moi, John, en tant qu'ingénieur de données, en tant que data engineer, je vais passer beaucoup de temps et en général, je passe du temps à coder manuellement, mais grâce à Databricks, je peux quand même accélérer les choses. Mais en tout cas, mon rôle, c'est d'intégrer des données de plusieurs sources et les mettre à disposition. Très bien. Donc, je vais explorer le catalogue déjà. Je vais me servir de cette fonctionnalité. Je vais voir que dans mes volumes sont montés différents répertoires, dont l'un contient tous mes fichiers CSV qui sont déposés par mes sources, les golden sources. Et à ce moment-là, je vais identifier le chemin d'accès, ici, que je vais copier-coller. Et donc ici, dans ce notebook, parce que là, ce que vous voyez là, c'est beau, c'est bien fait, mais c'est ni plus ni moins que du wiki en Markdown. Hein, d'accord, j'ai la possibilité de faire des cellules en Markdown. Je vais ajouter sur ce notebook SQL, sachant que j'ai la possibilité de faire du Python, du Scala, du R, mais là je vais rester en SQL. Je vais vouloir interroger ce qu'il y a dans mes données en vue de faire un pipeline d'ingestion. On commence from scratch. Et pour m'aider, je vais faire appel à l'assistant. Donc, bon, je vais faire un petit effort quand même. Je vais lui demander en anglais pour ne pas prendre de risque aujourd'hui sur la démo. Je vais être poli. C'est vrai que des fois, ça marche mieux. Please tell me how to read files from this path. Le chemin que j'ai copié depuis le catalogue, j'aimerais bien pouvoir l'exploiter. Et qu'est-ce qu'il me répond? Alors, je vais lui demander en SQL. SQL, please. Ça a fonctionné. Okay. Tu relance-lui le prompt. Effet démo oblige. Normalement, pour la démo, si on le demande comme ça, il va nous dire on veut faire simple. Quand on veut faire simple, il nous dit compliqué, c'est pas grave. Non, tu vois. Ou alors, c'est, comme tu disais, le fait que c'est stochastique, la réponse est stochastique et donc pas forcément toujours la même. Ah, voilà la réponse. Telle qu'on attendait en tout cas pour la démo. Ça, on n'est pas choqué. Là, je vais. Ah, il a eu le temps de s'arrêter.
Donc là, il attend mon compute, donc c'est pas grave. Mon compute n'est pas starté, on verra après. Mais l'idée, c'est de faire la transition sur, OK, j'ai listé le contenu de mes fichiers grâce à une requête SQL et j'ai pu construire un pipeline. Donc, par la suite, j'ai donc bien listé le contenu. Très bien. Voilà. Là, c'est listé en Python, pourquoi pas. Mais par la suite, à l'aide du SQL de création de pipeline DLT, je me retrouve avec un pipeline d'ingestion en DLT avec le data lineage ici même. Et enfin, je peux voir mes différents layers, mon bronze layer qui ingère depuis les différentes sources, qui nettoie, qui join avec d'autres streaming tables depuis le bronze layer pour arriver à des vues matérialisées, typiquement accessibles depuis mon gold layer. C'est ainsi que j'ai pu ingérer la donnée par pipeline DLT. Est-ce que je passe la main? Tu as pu mettre à la disposition pour moi. Et que je mets à la disposition donc de très cher Ali. Et qui était-il? Et là, c'est moi qui prends la Et main. Ali de parler. Du coup, top. Merci, John, d'avoir mis dans le schéma retail. On peut voir les tables qui ont été créées par... Ah, oui, les tables qui ont été créées par Tanguy. Et on peut voir notamment la churn user. On va attendre que le partage se fasse, peut-être quand même. Ouais, le partage se fait déjà. Ah, il se fait déjà? Ouais. Churn user features qu'on va pouvoir du coup analyser. Donc en tant que data analyst, on va pouvoir accéder au SQL editor. Oups, avant on va juste récupérer juste la table. Comme ça, on n'a pas besoin de la recopier à chaque fois. Churn user features. On recopie ça. On va sur le SQL editor. Ça va nous permettre d'écrire une requête en SQL. On va faire un select from, on va faire country. On va faire une petite requête pour essayer d'identifier le nombre de clients par pays. Select from petit groupe by country. Et on va juste mettre where churn égale à 1 ici pour récupérer justement les clients qui ont résilié. Les clients qui ont résilié et essayer d'identifier d'où proviennent les clients qui résilient le plus, par exemple. Hop, on peut exécuter la requête. Donc là, on va pouvoir voir, on a le résultat. On peut voir que en France et en Espagne, on a environ 12 000 clients qui ont résilié, comparé aux USA, où on a 18 000 clients qui ont résilié. L'idée, d'abord, c'est juste d'afficher une petite visualisation de ce graphe, de ces données-là. On va faire comme une paille pour voir un petit peu la répartition des clients qui ont résilié par pays. Hop, on va enregistrer ça. On va juste rajouter un petit titre, répartition des résiliés par pays. C'est ça. Et on va juste aller ici, on va faire edit. Ici, tables, series, ici on va mettre pays. Comme ça. Okay. J'enregistre. Maintenant qu'on a notre petite répartition, donc on voit bien qu'on a 43% des clients qui ont résilié qui proviennent des États-Unis et les 52% qui proviennent d'Europe, de nos clients européens. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a rajouté on a créé cette visualisation, en tant que data analyst, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toutes ces informations dans un seul et même dashboard. On va rajouter ce résultat dans mon dashboard et on va le rajouter. Passer ici et qui s'appelle Customer Churn. Donc au préalable, on a déjà fait quelques dashboards, quelques visualisations pour vous montrer le résultat final. Donc là, si je rajoute la visualisation au dashboard et que je clique sur le dashboard,
On peut voir les autres KPI qu'on a au préalable calculés sur nos données. Par exemple, on peut voir que sur nos données, on a eu 45 000 clients qui ont résilié et que 67% d'entre eux sont, par exemple, des hommes. Ce qui est intéressant avec le dashboard, donc on va pouvoir créer différentes visualisations et les ajouter sur notre dashboard. Et ici, on peut retrouver la visualisation que je viens juste de créer et de rajouter. Donc, moi, en tant que data analyst, a été très simple. J'ai récupéré les données de Tanguy. J'ai pu utiliser le SQL Editor pour créer ma requête Non, SQL. moi, c'est John. Oui, John, John, data engineer. J'ai pu utiliser le SQL Editor pour créer une requête et identifier requête, un agrégat pour identifier certains éléments de nos clients, le comportement de nos clients, qui pourra être utilisé notamment par les stakeholders ou les business owners pour identifier des actions plus spécifiques pour essayer de sauver ses clients. Et ces résultats-là, donc j'ai pu les enregistrer sur le dashboard qui est à la disposition des stakeholders. Maintenant, je vais jouer le rôle du data scientist. Je vais utiliser ces données pour créer une modélisation, pour essayer d'identifier les clients qui sont à risque de résiliation, toujours dans l'idée de partager ces données aux équipes métiers pour que ces équipes métiers puissent identifier, puissent récupérer les informations des clients qui souhaitent résilier et mettre en place des actions de rétention. Sauf que, comme c'est une petite démo, on a on n'a pas beaucoup de temps. Je vais utiliser une des fonctionnalités de Databricks qui s'appelle AutoML, qui va me permettre justement de développer une modélisation automatiquement. Pour l'instant, alors pour utiliser AutoML, c'est juste ici. Je vais juste refresh. Je vais pouvoir sélectionner mon cluster. Je vais pouvoir spécifier quel type de problème c'est. Donc là, dans mon cas, c'est un problème de classification parce que je souhaite identifier quels sont les clients qui souhaitaient résilier ou qui vont résilier vs les clients qui ne vont pas résilier. Ensuite, je peux sélectionner mes données. Grâce à John, toutes mes données sont déjà stockées sont déjà disponibles dans le catalogue. Donc là, je peux aller sur la Churn User Features, ici même. Je peux préciser ma prediction target et le churn, et je peux start l'AutoML. Comme l'AutoML, ça va mettre beaucoup de temps, on l'a déjà lancé au préalable. Donc j'ai déjà les résultats qu'on va pouvoir vous partager aujourd'hui. Si je vais en fait dans l'experiment. Donc là, c'est le module experiment qui me permet de suivre toutes mes expérimentations. Je vais pouvoir cliquer sur AutoML Churn. Et en fait, ça, c'est le résultat de l'AutoML, de toutes mes expérimentations. On peut voir ici toutes les expérimentations que AutoML a réalisées. Et comme AutoML, c'est une class box, contrairement aux AutoML classiques qu'on peut retrouver sur d'autres systèmes, l'AutoML sur Databricks, c'est une glass box, c'est une boîte en verre, comparé à une boîte noire, où on peut voir toutes les modélisations, toutes les opérations qui ont été réalisées. Et donc, par exemple, on a accès au notebook, comme celui-ci, au notebook de la modélisation. Au notebook de la modélisation. Et comme je disais, c'est Glassbox, donc on peut voir ce qui s'est passé, quelles sont les opérations qui ont été réalisées. Et je peux même modifier ce code-là pour l'adapter ou pour y apporter des éléments un peu plus spécifiques par rapport à mes données, par rapport à la connaissance business que j'ai du use case. Et grâce à ce modèle, une fois qu'il a été développé, une fois qu'il a été enregistré, je peux le déployer sur Databricks et l'utiliser pour identifier des clients qui vont résilier. Et si je retourne ici, donc on aura utilisé le modèle pour faire de l'inférence. Et donc, si je retourne dans Retail, on va aller dans ML Churn Features. ML Churn Features. Non, c'est pas. C'est. Tac. On va juste retourner sur le workflow. Hop. Comme ça, on va pouvoir afficher le workflow. Une fois que le modèle a été enregistré, on peut même l'incorporer au sein même de la pipeline DLT que Tanguy John a développé pour qu'on puisse utiliser directement le modèle qui a été utilisé, directement dans la pipeline ETL et l'utiliser pour retourner les données aux équipes métiers. Et donc, si on clique ici, on a la table Churn Prediction.
Et donc, on peut aller ici, la visualiser, pour voir le résultat. Ouais, Marc, tu me surprends, Marc, je suis, mais ébloui. Non, mais sincèrement. Du coup, il y a peut-être, pour anticiper sur les Q&A, il y a peut-être deux questions. Il y en a une un Oui. peu data scientist et une plutôt analyste. Alors, juste avant de finir sur les questions, ce qui pourrait être intéressant, c'est juste de conclure un petit peu sur la démo, sur ce qu'on a fait. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a fait, ce que John et enfin, le data engineer, le data analyst et le data scientist ont pu faire. Donc, sur une seule et même plateforme, on a pu récupérer des données issues de différentes sources, des données issues du CRM, des données issues de l'ERP, des données issues de notre application. Grâce à John, John a pu récupérer toutes ces données, a pu nettoyer les données et les mettre à disposition du data analyst et du data scientist. Et le data analyst a pu du coup récupérer ces données, mener à bien ses analyses et récupérer quelques insights pour mieux comprendre le business. Le data scientist, lui, a aussi pu récupérer les données mises à disposition par John sur la même plateforme et a pu créer une modélisation pour identifier justement les clients qui sont à risque de résiliation afin de mettre en place des actions de rétention. Tout ça sur une seule et même plateforme. C'est une démonstration qui a été assez rapide. On a vu pas mal d'éléments. On a utilisé Delta Table, on a utilisé AutoML, on a utilisé notamment DBSQL pour répondre aux use cases sur Databricks. On peut passer. Alors, il y a trois questions avant vraiment de passer au Q&A, parce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions en parallèle. Et j'en vois. Elles sont intéressantes toutes les trois, mais il y en a peut-être plus d'eux. Il y en a peut-être une des trois qui a déjà eu sa réponse, mais je me trompe peut-être. En tout cas, la première, c'est est-ce que c'est possible de rajouter des vides à des dashboards Power BI? Alors, c'est une bonne question. Actuellement, les visualisations qu'on peut voir dans Power BI, les visualisations disponibles sur Databricks, c'est uniquement pour les dashboards. On ne voit pas mon écran. Ah. C'est uniquement des dashboards Databricks. Donc, actuellement, il n'y a pas la possibilité de faire des visualisations qui seront poussées sur Databricks. Actuellement. Vous voyez pas mon écran? Après, j'imagine que voilà, c'est peut-être toujours possible depuis des Golden View, des Golden Table d'agrégation, d'avoir quasiment la même chose et d'aller le puiser depuis Power BI, en attendant d'avoir peut-être une connectique plus évidente. Deuxième question, est-ce qu'on n'y a pas déjà répondu? Comment ça se passe, comment ça fonctionne, les AI functions? C'est pas un peu ce que tu nous as montré? C'est une très bonne question de Sifal. Comment fonctionnent les AI functions? Les AI functions, c'est en fait des fonctions qui sont disponibles sur DBSQL que les data analysts peuvent utiliser. C'est notamment des fonctions qui permettent d'exploiter des modèles de machine learning qui soient accessibles directement aux data analysts depuis en SQL directement. Donc, on va retrouver pas mal de fonctions. On va retrouver des fonctions pour exploiter un modèle de langage, par exemple GPT. On va avoir des fonctions pour classifier nos données. On va avoir des fonctions pour classifier, pour segmenter. Pas mal de fonctions qui sont disponibles directement SQL pour que ces modèles soient accessibles par les data analysts. D'accord. Une troisième question sur le flux, est-ce que c'est possible de mettre à dispo des applis Streamlit? Qu'est-ce qu'on a comme... Oui. Alors actuellement, il y a les Lakehouse Apps qui est actuellement en private preview, qui permettra de développer et de déployer son application directement sur Databricks. Actuellement, la fonctionnalité est en private preview, mais elle sera disponible bientôt pour déployer des applications Streamlit, du Flask, Django, encore Gradio. On reprend juste peut-être les questions qui étaient dans le champ questions-réponses. On a Iba qui me demande si la démo sera disponible sur GitHub. C'est une très bonne question et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si je le partage ici. En réalité, la démo qu'on a utilisée est déjà disponible. Vous pouvez déjà l'utiliser et l'installer. On va vous partager le lien. Mais du coup, sur le site databricks.com, il y a une page qui s'appelle le Demo Center. Vous allez pouvoir retrouver différentes démos. On va retrouver des démos par use case. Donc, ça va être comme des démos comme la démo que l'on a revue aujourd'hui. Ça va être des démos de bout en bout. On va pouvoir voir différentes personnes impliquées
différents usages sur le même use case, sur la data ingestion, data engineering, data science, data warehousing. Et puis après, on va avoir des démos qui vont être plutôt focus sur un produit spécifique, donc par exemple sur Delta Live Table ou sur MLflow. Et ce qui est intéressant, c'est que ces démos sont très simples à mettre en place, très simples à installer. Juste avec une ligne de code, vous pouvez l'installer. Donc, il vous suffit juste de télécharger, d'installer le package DPTimo. Et ensuite, vous pouvez juste en une ligne de code installer la démo. En l'occurrence, c'est l'Echaos Retail qu'on a utilisé aujourd'hui pour ce webinaire. Et vous allez retrouver du coup sur cette page web l'ensemble des démos qui sont disponibles. Là, vous pouvez voir les différentes démos disponibles. Il y a des démos marketing, démos finance, des démos plus manufacture. Et ensuite, vous allez retrouver des démos plus spécifiques sur un workstream en particulier, une démo sur Delta Live Table ou encore une démo sur Unity Catalog. Qui c'est qui demande si c'est possible de développer des Shiny depuis Databricks? C'était une blague. Non, actuellement, ce n'est pas encore disponible, mais comme je le disais tout à l'heure avec les Chaos Apps, on pourra déployer une application Shiny. Nous avons ensuite Michael qui nous pose 3 bonnes questions. La première, c'est comment fonctionnent et sont calculés les DBU, comment marche le pricing, quoi. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle fonctionnalité Genie et dans un contexte de Big Data, comment améliorer le running time en utilisant la commande explain Spark UI, Job Stage, DAG Visualisation, Auto Optimize Shuffle. Là, c'est un audit, ça. De bonnes pratiques à partager pour ces optimisations-là. Donc, peut-être on va les prendre une par une. Peut-être un petit mot sur les DBU d'abord. Alors, les DBU, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec Databricks, les DBU, c'est tout simplement les Databricks Units. C'est une unité de compute. Donc, à chaque fois que vous allez faire du compute sur Databricks, c'est cette unité-là qui va être mesurée et vous allez être facturé sur cette unité-là. Donc, à chaque fois que vous allez avoir du compute, vous allez être facturé par DBU. Il y a différents types de DBU par SKU en fonction des produits que vous utilisez. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le pricing, je vous invite à voir la page Databricks Pricing pour avoir un détail sur les DBU générés sur les différents produits et les différentes fonctionnalités. Super, merci beaucoup Ali. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut introduire la fonctionnalité Genie? Oui, Genie. Alors, on ne l'a pas présenté aujourd'hui, on peut la présenter. Donc, Genie, c'est tout simplement Alors, Genie, c'est une fonctionnalité de notre produit API qui permet, notamment en utilisant le langage naturel, de poser des questions sur nos données et de récupérer des informations sur nos données. Actuellement, Genie est en private preview, il sera disponible dans peu de temps. Si vous êtes intéressé par ailleurs et que vous êtes utilisateur client Databricks, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra vous partager plus d'informations sur Genie. Et Genie, voilà, c'est tout simplement une fonctionnalité supplémentaire de ALPI qui permet d'interagir avec ces données. En fait, en réalité, c'est un modèle de langage. On va pouvoir poser nos questions sur nos données à un modèle de langage qui va pouvoir mener ses analyses sur nos données. Super, merci beaucoup. Pour la troisième question, ce que je vous propose, Michael, c'est que si vous avez peut-être des questions aussi pointues et sur lesquelles vous avez besoin d'aide, revenez vers nous directement. Normalement, vous avez les adresses mail des différents présentateurs par email, histoire de laisser un petit peu la parole à tout le monde. Et du coup, je repasse sur le chat et nous avons une autre question de Mariam qui nous demande pour envoyer automatiquement les résultats de requêtes Databricks à Outlook sans nécessiter une authentification répétée, il existe-t-il des solutions similaires au webhook utilisées entre Teams et Databricks, par exemple? Oui. Après, ça dépend pour quel type d'information on souhaite envoyer. Mais en tout cas, sur Databricks, sur les workflows, si on veut être notifié quand un job a été lancé ou un job a échoué, ou quand on veut être alerté sur si notre table, une certaine table atteint un certain seuil, atteint une certaine valeur, on peut être notifié par email ou sur Teams ou Slack. Donc, sur Databricks, sur votre workspace Databricks, dans les paramètres, vous pouvez mettre en place des webhooks, Teams et Slack. Et super, ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que Olfa, je vous en prie.
Oui, bonjour à tous. Merci pour cette presse. Moi, j'avais une question sur les AutoML et en fait, je voulais savoir ce qui était recommandé en fait, pour la structure de la table pour qu'on ait une bonne prédiction. Est-ce que c'est fiable à 100%? Voilà, connaître un peu comment ça marche, quels sont les prédictifs pour l'utilisation de l'AutoML. Alors, pour AutoML, AutoML va juste faire la modélisation. C'est pas AutoML qui va faire la featurization. Donc, c'est à vous de donner à AutoML les features que vous voulez utiliser pour le modèle. AutoML, il va juste créer une modélisation par-dessus. Il va Ok. au moins faire le data processing pour pouvoir créer une modélisation par-dessus. Il va faire la modélisation et ensuite la modélisation vous sera disponible. Mais en ce qui concerne les features, c'est à vous de les mettre. Et aujourd'hui, AutoML peut être utilisé pour des use cases de classification, de segmentation, de clustering et des use cases de forecasting. Aujourd'hui, c'est principalement pour ces fonctionnalités-là. Il y a aussi, après, pour des use cases généraux, il y a aussi le fine-tuning qui est disponible. Mais AutoML, du coup, c'est vraiment pour ces use cases-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans la démo, le principe reste le même. On définit les données sur lesquelles on souhaite travailler en ayant au préalable créé les features qu'on souhaite utiliser. Et ensuite, on peut lancer, on précise tout de même quel est le type de problème et sur quel type de variable, enfin, quelle est la target. Et ensuite, AutoML va automatiquement faire le data processing. Par exemple, si on a des données non équilibrées, si on a des données manquantes, il va faire l'imputing, il va faire l'encodage aussi. Et par ces données-là, il va ensuite créer une modélisation. Et donc, il va essayer plusieurs frameworks. Il va essayer les algos, notamment de scikit-learn, de l'ActGBM et XGBoost. Et ensuite, vous allez avoir accès à toutes les modélisations directement depuis la page d'expérimentation. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. Moi, donc j'avais n'hésitez pas à prendre les paroles. j'ai une question de Léa Segas. Peut-on définir un cluster par défaut à utiliser lors de la création d'un nouveau notebook? Il y a possibilité effectivement de décrire des policies pour les cas par défaut. Euh, En général, on va avoir un personal cluster par défaut pour chaque utilisateur, mais on peut changer ce type de fonctionnement. Je pense qu'elle va apporter des précisions si besoin. Si un cluster a été défini au niveau du workspace, ça va sur chaque notebook, le cluster par défaut qui sera attaché, ça sera celui-ci, le premier qui sera disponible. Mais une fois qu'un cluster est attaché à un notebook ou à un script, pour les prochaines fois, ça sera toujours ce cluster qui sera utilisé par défaut, qui sera attaché par défaut. Y a-t-il un CI/CD sur Databricks? Alors, Databricks, ce n'est pas un outil de CI/CD. Hein. Databricks, c'est juste une plateforme data. En revanche, on peut mettre en place des pipelines de CI/CD sur son outil de CI/CD qui permettra de déployer du code sur Databricks dans des environnements de staging et de prod, par exemple. Les outils que je préconise pour mettre en place des outils de CI/CD, donc il y a la Databricks CLI qui va permettre de communiquer avec son workspace pour pouvoir déployer du code sur les différents environnements, et notamment pour packager son code et pour pouvoir le déployer facilement, je recommande les Databricks Asset Bundles qui permettra de packager son projet et de le déployer facilement dans un environnement de staging et de prod. Et de lancer aussi potentiellement les tests unitaires ou les tests d'intégration. Ça permet c'est une sorte de Terraform wrappé et on n'a pas besoin de faire de Terraform soi-même. Exactement. On a la possibilité de tout faire en Terraform également, si c'est plus industrialisé dans votre contexte. Exactement. Databricks Asset Bundles, en effet, c'est de l'infrastructure as code. En réalité, Databricks Asset Bundles, c'est du Terraform sous le capot. Et Databricks Asset Bundles, c'est spécifique du coup à tous les assets Databricks. Donc, si par exemple, on a un projet qui va faire appel à un job, qui va faire appel à un dashboard, à une pipeline DLT, on peut définir tout ça directement dans le YAML du bundle pour pouvoir déployer tous ces assets dans les différents environnements, staging et prod. Eh bien, merci pour ces réponses. Ce que je vous propose, c'est il est midi 30, donc on tient le timing. Tout pile. C'est une très bonne chose. Je peux vous proposer de prendre une dernière question si quelqu'un veut prendre la parole. Hop.
Ok. Non. Ah oui, Cédric. Axel. Je vous en prie. Bonjour. C'est une question rapide. Est-ce que ça serait possible, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Est-ce que ça serait possible de partager un dashboard qui a été fait sur Databricks à des utilisateurs à des personnes qui n'utilisent pas Databricks, par exemple des clients? Oui, alors actuellement, on a les Lake View. C'est une fonctionnalité qui est en cours de développement, qui est en private preview, le partage de dashboard à des non-utilisateurs Databricks. C'est actuellement en private preview. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ça, je vous invite à me contacter pour que vous puissiez le tester. Mais ça sera bientôt disponible, mais c'est en développement. Super, merci. Eh ben, c'est super. Écoutez, on était ravis de hoster ce webinaire avec notre partenaire favori Databricks. C'était un plaisir. Clairement. Si vous avez besoin de questions, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en direct. On saura vous retourner vers les bonnes personnes. Si vous avez des projets en cours sur lesquels vous avez besoin d'expertise auprès de Databricks ou de partenaires Databricks qualifiés qui connaissent bien la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter en direct chez Commit Technology. Nous serons plus que ravis de vous aider. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de fin. Non, je vous invite du coup à tester Databricks si vous ne connaissez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je voulais remercier Tanguy pour cette présentation. Merci beaucoup. Et c'était avec un plaisir de faire ça avec Commit. Partagé, merci à vous. Et puis pour ce qui concerne du coup la next step, vous allez recevoir pour les personnes inscrites un lien YouTube vers en fait cette présentation. L'idée étant qu'elle puisse perdurer et puis vous servir un maximum, on l'espère. Et puis si vous avez besoin de PowerPoint ou autre, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont écrit, n'hésitez pas à m'écrire et puis on traitera au cas par cas. Nous vous remercions et puis nous vous souhaitons une excellente fin de semaine. Au revoir. Salut!